Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le rappelle, vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et avocat au barreau de Paris. Votre analyse d'homme de droit comptera ce matin. Votre dernier livre, je le rappelle, La France, le choc ou la chute, publié l'année dernière. On va évidemment revenir sur les conséquences politiques de la mort de Quentin Derenque. Vous parlez de bascule, de premières mises en examen sont tombées hier. Mais d'abord, cette marche pour Quentin, appelée demain dans les rues de Lyon pour rendre hommage à ce militant nationaliste. Elle est prévue à 15h. Et ce matin, chez nos confrères de RTL, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce qu'il ne l'interdira pas. Est-ce une bonne décision ou une forme de folie ? Vous savez, le ministère de l'Intérieur, quand il est saisi de ce genre d'arbitrage, se fonde d'abord sur une question juridique, c'est est-ce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public ? C'est ça le critère. Pour répondre à cette question, il est alimenté notamment par les services de renseignement. Et ensuite, pour arbitrer, une fois qu'on a ces premiers éléments, se pose la question, si on estime qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public, ce qui est à l'évidence le cas, de savoir si on est en mesure de les contenir, de les accompagner, et si le risque d'une interdiction ne causerait pas Plus des troubles plus grands, supérieurs à l'autorisation. Donc, moi, je n'ai pas évidemment tous les éléments qui sont en possession de Laurent Nunez, mais il n'y a aucune raison de douter du fait que cette décision a été prise après une mûre réflexion et une analyse des remontées du renseignement d'une part et des capacités de la préfecture du Rhône à mettre des éléments de CRS ou de gendarmerie mobile pour encadrer la manifestation. Laurent Nunez a d'ailleurs parlé en effet de renforts policiers extrêmement nombreux. Il n'a pas voulu détailler précisément le dispositif policier. Néanmoins, on vous entend, ça paraît très contre-intuitif. Parce que oui, les risques à l'ordre public sont là. Quand on connaît, d'après les renseignements, d'après les informations dont nous disposons, les profils qui pourraient participer à ce rassemblement demain dans les rues de Lyon, mais pas qu'à Lyon d'ailleurs, d'autres rassemblements sont annoncés. On se dit, est-ce vraiment bien raisonnable ? Oui, mais l'émotion suscitée par la mort de Quentin et par ces circonstances fait que il y a un moment donné, on peut pas empêcher qu'il y ait des rassemblements. Toute la question, c'est de savoir si, en les interdisant, on risque de voir se développer des réunions sauvages, et à ce moment-là, avec le risque que les services de l'État soient pris de court et tout ce qui peut en découler comme perte de contrôle, ou si au contraire, après encore une fois l'arbitrage entre les éléments des services de renseignement et, j'insiste, mais c'est ça qui est essentiel, la capacité qu'estime avoir l'État d'empêcher les débordements, il vaut mieux autoriser pour au moins être présent et encadrer le mieux possible. C'est ce que Laurent Nunez appelle cet équilibre délicat entre le maintien de l'ordre et aussi une forme de liberté d'expression. Oui, parce que évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que le principe, c'est la liberté de manifester. Moi, je pense que, compte tenu des éléments, vous savez, les services de l'État sont bien renseignés sur ce genre sur les ultras, sur ces mouvances-là, le renseignement territorial, éventuellement appuyé par la DGSI pour les gens les plus dangereux. Oui, parce on rappelle, on est à Lyon. Encore une fois, on n'est pas loin de la frontière italienne, on n'est pas loin d'autres frontières européennes aussi. D'autres membres de l'ultra-droite, d'autres pays européens pourraient se joindre à ce type de marche. Oui, et de l'ultra-gauche, parce qu'en l'occurrence... Et de l'ultra-gauche, parce qu'en effet, des risques d'affrontement sont craints. Et parce qu'en l'occurrence, vous venez de dire quelque chose qui est important, c'est que il y a un risque qu'on a éprouvé notamment lors de certaines manifs écolo durs, comme contre les méga-bassines en 2023, etc. Il y a un risque d'arrivée d'éléments ultra de l'étranger, et en l'occurrence, ces dernières années, c'était des gens de l'ultra-gauche. Donc, encore une fois, ça nous ramène au renseignement. S'il y avait un risque avéré d'arrivée massive d'éléments étrangers susceptibles d'être armés, etc., la décision serait peut-être différente. Les services de l'État ont ces éléments que moi, j'ai pas par définition. Mais vous comprenez, sans doute, je parle d'inquiétude, c'est peut-être au-delà de ça, des habitants de Lyon, du quartier où pourrait se tenir cette marche blanche sur près d'1 kilomètre. Dans la presse ce matin, des reportages aussi en radio faisaient état de messages passés dans les quartiers où aurait lieu cette marche, de dire si vous êtes racisé, je mets de gros grimets à ça, quittez les lieux en gros. Vous parliez de bascule, oui. On pourrait arriver à ça quand même demain Alors, peut-être les scènes auxquelles on peut s'attendre ? En fait, le risque de bascule sur lequel j'attirais l'attention dès le milieu de semaine, c'est que
la violence politique en France a considérablement augmenté ces dernières années. Il y a le nombre d'élus agressés depuis 2020 a quasiment doublé. Donc on est rentré dans une logique qui trouve ses fondements dans de profondes fractures au sein de la société française, de différentes natures. On est rentré dans une logique où l'affrontement physique n'est plus tabou. C'est ça qui est dramatique. Oui, avec vous le rappeliez aussi, parce que j'aimerais qu'on s'attarde quand même sur le fait que cette marche ait lieu. Vous parliez d'un dispositif policier, c'est un équilibre très délicat, encore une fois, de la part des autorités, de l'autoriser ce matin. Vous parliez d'un dispositif important. Jeudi dernier, aux abords de Sciences Po Lyon, il y avait des policiers. Ce n'a pas empêché ce qu'il s'est déroulé. Et donc, à l'issue, la mort tragique de Quentin Derenque. Oui, c'est ça aussi qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu, mais pour comprendre sur le dispositif, on en a parlé. Maintenant, je pense qu'il faut éclairer ça dans un environnement plus large. Ce qui est extrêmement inquiétant, et c'est pas simplement à Lyon, c'est dans toute la France, c'est que les radicalités violentes n'arrêtent pas de se multiplier. Et le risque qu'il y a, c'est qu'il y ait une perte de contrôle, mais pas demain, qu'il y ait une perte de contrôle dans les jours, dans les semaines qui viennent, parce que des affrontements se multiplient, parce que des violences graves se perpétuent, et parce que d'autres gens soient gravement blessés ou tués. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Et le regret que j'ai, parce que, et là je sors de la question stricte de Lyon demain, le regret que j'ai, c'est que la gravité de ce qui s'est passé la semaine dernière aurait dû conduire l'ensemble de la classe politique, tout parti confondu, à se dire, attendez, là, on va mettre sur pause 2 minutes. Il y a un problème majeur et la situation pourrait nous échapper. De tous bords, vous dites que notre classe politique n'est pas à la hauteur ? Je finis mon développement. Je pense que il aurait dû y avoir une prise de conscience générale. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, ce qui m'inquiète le plus, structurellement, pas tactiquement, mais structurellement, c'est que la France insoumise est rentrée dans une espèce de logique de l'assiéger. Et au lieu de reconnaître qu'il y avait un problème et de faire un pas de côté, malheureusement, elle alimente les tensions par ses positions. Et on reviendra en effet sur la France insoumise, sa décision aussi de ne pas exclure Raphaël Arnaud, le député insoumis dont l'assistant parlementaire est mis en cause et mis en examen d'ailleurs depuis hier. Non mais deux assistants parlementaires et un stagiaire, ça absolument. Fait 3. Mais le troisième n'est pas mis en examen, n'a pas été considéré comme directement impliqué dans ce qui s'est passé jeudi dernier. Mais on y reviendra parce que vous êtes, encore une fois, je le rappelle, avocat. Juste un mot sur la demande du maire de Lyon, Grégory Doucet, de ne pas voir cette marche blanche avoir lieu demain. Il a demandé à ce qu'elle soit interdite. Et cette demande de son adversaire à la mairie, parce que des municipales se jouent dans quelques jours, d'afficher sur la mairie de Lyon le portrait de Quentin Derenque. Grégory Doucet, maire écologiste, considère que c'est inapproprié, que ça n'a pas lieu d'être. Est-ce que vous le comprenez ? Grégory Doucet parle à son électorat. Des liens manifestes existent entre la mairie de Lyon, sous le règne, si j'ose dire, de Monsieur Doucet et la Jeune Garde. Il y a des choses très ambiguës qui sortent. Donc il est dans une logique, en l'occurrence, qui est une logique d'engagement que chacun appréciera. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que son adversaire ne le soit pas de son côté. Mais je pense que les positions de M. Doucet ne sont pas simplement guidées par l'intérêt général. Guidées par ? L'intérêt général. Mais guidées donc par ? Par son intérêt particulier. Et la politique, donc. Et la politique. Qui reprend ses droits. Vous disiez de tous bords. J'aimerais qu'on s'attarde là-dessus quand même, parce que la politique reprend ses droits. Également, les réactions ont été extrêmement nombreuses. Celle du ministre de l'Intérieur a marqué les esprits. Il a pointé directement, comme vous le faites ce matin, la France insoumise et ses responsabilités. Le président de la République est rentré dans le jeu hier. Il a pointé évidemment la responsabilité des partis d'extrême gauche, mais appelé à faire le ménage des partis aussi d'extrême droite. Est-ce que vous entendez aussi ce message ? Que le ménage soit fait aussi parce que ça fait un peu les affaires du Rassemblement national aujourd'hui, cette affaire. Ce que j'entends de la part du président de la République et qui est dans son rôle, c'est l'appel à l'apaisement. Et c'est tout à fait légitime qu'il le fasse. Maintenant, si on rentre dans le détail de l'évolution de la violence politique de ces dernières années. Il existe évidemment une violence politique d'ultra-droite, c'est une évidence, mais il y a une énorme différence depuis une quinzaine d'années, c'est que alors que jusqu'il y a 15-20 ans, il pouvait y avoir un lien avec des formes de soutien, avec ce qu'était à l'époque le Front National, Marine Le Pen a fait des efforts considérables pour dissocier
les groupuscules d'ultra-droite du parti politique. Je rentre pas dans le détail de savoir si c'est un plein succès, s'il n'y a pas encore quelques... Ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Rassemblement national sous Marine Le Pen. Mais est-ce qu'on exonère peut-être pas trop vite ce parti de son passé, de ses liens, de ses accointances aussi? Est-ce que c'est pas un peu simple aujourd'hui, cette lecture? Ça, chacun l'appréciera. Alors, la réponse, elle est purement politique. Mais on peut dire, il y a 15 ans, il y a 20 ans, etc. Mais le point à voir aujourd'hui, en 2026, c'est que la seule force politique qui est élue à l'Assemblée nationale, qui assume, et c'est ça, moi, qui me désole, c'est que c'était l'occasion de s'en dissocier, mais qui assume un groupuscule qui commet des violences et des violences graves, c'est la France insoumise. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a raté collectivement, la classe politique a raté une occasion... Qui assume ces violences. Je fais juste une précision et une parenthèse qui a aussi son importance. Jean-Luc Mélenchon, la semaine dernière, a quand même affiché sa compassion à l'égard de la famille de Quentin Derenque. Précision importante parce que le ministre de l'Intérieur a dit le contraire hier, et donc il a affirmé effectivement que c'était un drame. Attendez, précision faite. Mieux vaut tard que jamais. Par contre, précision pour précision, le 30 avril 2025, Jean-Luc Mélenchon à Auxerre, il dit expressis verbis que la jeune garde est alliée et liée, il dit les deux, est alliée et liée à la France insoumise. Quand Raphaël Arnaud est élu à l'Assemblée nationale, ce qui est en soi un événement absolument hallucinant quand on y pense, quand il est élu, il est ovationné par le groupe LFI qui se met debout dans l'hémicycle pour l'accueillir, alors qu'on sait qui est Raphaël Arnaud. Donc après mais les la mort... électeurs ont voté, Thibault de Montbrial, en même temps. Non mais je suis d'accord. Non mais vous avez complètement raison. Ça c'est un sujet. Mais avant que les électeurs votent ou après qu'ils aient voté, c'est un individu dont on connaissait le parcours, dont on connaissait les liens qui ont continué à exister. Il y a un reportage qui a été publié par vos confrères de Quotidien. Absolument, travail notable absolument, de leurs universités d'été. Université de LFI, où on voit Raphaël Arnaud dire nous et on en parlant d'un groupe qui a été dissous. Les appels à la démission, retrait au moins de Raphaël Arnaud sont très nombreux. Manuel Bompard l'a redit hier de la France insoumise. Il a martelé qu'il n'était pas question de suspendre le député insoumis, considérant qu'il ne saurait être tenu responsable des actes de ses salariés. Parce qu'en effet, on parle de ses assistants parlementaires, dont Jacques-Élie Favreau, qui a été mis en examen hier pour complicité de meurtre, placé en détention provisoire. L'homme de droit que vous êtes, là encore une fois, c'est important de vous avoir sur cette antenne ce matin. L'avocat, vous entendez ces arguments ? Non. Moi, je considère que c'est un scandale pur et simple. C'est un scandale politique majeur. C'est plus du droit, c'est de la pression politique. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, quand on exerce les fonctions qu'exerce M. Bompard, prendre cette position qui est une position de provocation, qui est une position de tension, qui va exactement à l'encontre de cette posture d'apaisement qu'il faudrait absolument, auquel chacun devrait absolument s'astreindre. Et je pense que la France insoumise souffle sur les braises. Je vous le dis comme je le pense. Souffle sur les braises. Souffle sur les braises, oui. Et effectivement, se pose la question d'une grande bascule politique également. Jordan Bardella n'a pas hésité à faire une conférence de presse sur le sujet. Certains commentateurs ont vu ça comme une revanche aussi politique, parlant de cordon sanitaire avec la France insoumise. Une forme d'inversion aussi. L'histoire utilisait le cordon sanitaire contre le Front National d'alors. Je pense que monsieur Bardella s'est fait sur ce coup-là, n'a pas manqué de prendre une forme de revanche sémantique. Ça, c'est son problème. Mais je le constate comme vous. Thibault de Montbrial, vous avez été candidat il y a 5 ans, en 2022, législative sous l'étiquette LR. Est-ce qu'il doit y avoir une clarification aujourd'hui du bloc central, certains l'ont fait, sur le ni RN, ni LFI. Alors je vais vous faire une réponse, mais puisque vous avez fait mention de ma candidature il y a 5 ans, je voudrais ajouter que je n'ai jamais eu de carte politique, ni à LR ni ailleurs. J'ai eu l'investiture, mais pas la carte, que je ne me suis pas représenté en 2024, et que la phrase qui va suivre n'engage personne, n'engage aucun parti politique. C'est très clair. Moi, ma position personnelle, c'est qu'aujourd'hui, mais c'est pas la première fois que je le dis, en 2026, le seul parti anti-républicain en France, c'est la France insoumise. Le seul parti anti-républicain. Et donc, dans l'isoloir, vous avez le secret de vote, mais l'homme public que vous êtes, un vote LFI, un vote RN, vous mettez quel bulletin ? RN à 8h du matin. RN à 8h du matin, vous n'hésitez pas une seconde. Pas une seconde, dans ce cas très précis. Oui, parce qu'il faut aujourd'hui faire barrage à la France insoumise. Mais le barrage à la France insoumise, à mon sens, commence bien en amont. L'idée, c'est d'essayer de ne pas arriver à ce choix-là. Mais puisque votre question, c'est si on arrive à ce choix-là, moi, je ne vais pas tortiller comme beaucoup de gens pour finir par... je vous dis, dans ce cas-là seulement, à 8h du matin, RN.
Mais l'idée, c'est d'éviter d'en arriver à ce cas-là. Thibault de Montbrial se pose aussi la question de la dissolution de ces groupuscules violents. Bruno Retailleau, désormais patron des Républicains, anciennement ministre de l'Intérieur, revendique le fait d'avoir dissous, notamment la Jeune Garde, mise en cause dans ces violences et dans la mort de Quentin Gderanc. Groupe dissous, mais qui visiblement continuait d'exercer, ou en tout cas d'avoir des liens. Ça pose la question, en effet, de l'efficacité de la décision des autorités publiques. Encore une fois, je reviens à votre rôle d'avocat. Oui. C'est extrêmement compliqué parce qu'ils peuvent se reformer, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux téléphones portables, les réseaux Telegram. C'est aussi ça la réalité de ce monde. C'est vraiment une question très importante que vous posez, parce que beaucoup de gens se posent la question que vous posez. Mais en réalité, le droit est en général assez bien fait et il y a des étapes successives. Quand vous prononcez la dissolution d'un groupe, quel qu'il soit, les gens qui continueraient à faire vivre ce groupe dissous entrent sous le coup d'un autre article du Code pénal, qui est la reconstitution de ligue dissoute, ce qui est puni de 5 ans de réclusion, de prison. C'est-à-dire que si la justice est en capacité d'établir que après dissolution, des liens existent encore, c'est pénalement à nouveau répréhensible. Et un certain nombre de reportages cette semaine ont montré que depuis sa dissolution en juin 2025, la Jeune Garde a continué à avoir des réseaux sociaux, à se réunir, ses membres c'est le cas aussi, etc. et disait Laurent Nunez, pour Génération Identitaire. La justice est saisie. Vous voyez, groupe qualifié d'extrême droite. Donc c'est bien la preuve qu'il peut y avoir des enquêtes pour reconstitution de ligue dissoute. Donc c'est pas si compliqué que ça. Mais par contre, après, ce sont des décisions qui sont de plus en plus politiques. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur qui déciderait d'engager des poursuites pour reconstitution de ligue dissoute, il monte un cran dans la pression pénale. À mon sens, il faudrait pas hésiter à le faire, parce que je comprends pas très bien la logique qui consiste à dire c'est des gens dangereux, on dissout, et puis à pas aller au bout du raisonnement en ne poursuivant pas quand les activités continuent manifestement. Ça va être intéressant de voir ce qui arrive à la Jeune Garde dissoute, mais qui continue à exister dans les semaines qui viennent. Thibault de Montbrial, j'aimerais terminer cet entretien avec ce moment qui s'est passé sur l'antenne de BFM TV hier soir à l'occasion du débat des municipales à Marseille, et ces mots de la candidate de droite et du centre, Martine Vassal, à qui l'on demandait quelles étaient ses valeurs, et qui le dit, qui reprend un slogan tout simplement pétainiste: travail, famille, patrie, ajoutant la solidarité, je crois. Vous dites quoi? Maladresse ou pure folie de sa part? Je vais vous faire une confidence. Je suis actuellement au procès Paty en appel. Je suis l'avocat de la sœur de Samuel Paty, Michael. Absolument. J'ai pas vu cette séquence. Donc, si elle l'a dit comme vous venez de me le dire, les bras m'en tombent. Mais encore une fois, je dis si, c'est pas contre vous. C'est juste que je l'ai pas vu. Voilà. Donc, je vous confirme qu'elle vous l'a dit. Vous dites. Je ne peux pas vous dire mieux. Si elle l'a dit exactement comme ça, je suis surpris que des formules qui rappellent et qui dépassent le sens des mots. Parce que je pense que ce qu'elle a dû vouloir dire, en le disant, c'est que chacune de ses valeurs était importante. Mais si elle l'a dit comme ça, il y a des formules qui dépassent le sens des mots, et il y a des formules historiques qui sont inacceptables. Merci beaucoup Thibault de Montbrial d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.